La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore le rapport au dessin des uns et des autres. Rapport au dessin. À quel point le dessin se prépare? Par quelle réflexion? À quel point pousser son cri au nez ou ne pas le pousser? Et la documentation, comment l'utiliser? Mais là, t'as juste décalqué la photo, en fait. Ouais, bah, c'est mon style plagiat. Quelle est la force du dessin? Qu'est-ce qui fait qu'on dessine ou qu'on ne dessine pas? Le dessin, c'est mon destin. Mais tais-toi, toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Mais sa vie, c'est cette armoire à glace qu'il a remise à sa place. Il fut Je passe un temps assez long, en général, et analytique, à essayer de trouver quel dessin va être suffisamment excitant pour que l'enjeu de l'histoire soit rehaussé. David Prudhomme, auteur entre autres des bandes dessinées Rebetissa et Du bruit dans le ciel. Et ça prend, pareil, des formes que je décide d'arrêter à un moment, puisque l'analyse, elle peut être sans fin. Et elle est évolutive, évidemment. Donc, non, il faut quand même qu'à chaque fois, il y ait un enjeu de dessin véritable et un enjeu narratif aussi. Donc, l'histoire ne me suffit pas. L'idée de raconter une histoire et de la dérouler avec un dessin qui coulerait de source, ça m'est un peu étranger en fait. Ça me dépasse, mais j'ai un peu le besoin de trouver un enjeu de dessin et de narration pour me dire je me lance dans un projet. Un enjeu Graphique. personnel de défi un petit peu. Ouais. De quelque Alors chose à dépasser. est-ce que c'est un défi? C'est pas tellement pour me mettre, c'est pour vibrer. Vibrer, ça veut dire se dire que je peux explorer des limites, un peu, mes limites du moment, en fonction, par contre, de l'histoire. Ça doit toujours être corrélé à l'histoire et être le plus pertinent possible avec l'histoire. Ça, c'est un truc que j'essaie d'analyser et de comprendre au moment où j'ai l'histoire à dérouler, à déplier. Donc, je veux dire, c'est très dépendant du moment aussi, et des influences du moment, et de la vie. Et ce temps d'analyse est similaire d'un album à l'autre. Non, Ça peut être différent. c'est pas une méthode que je conseille. Ça peut prendre parfois vraiment des années, quoi. Donc, c'est tout un travail de tuilage de projets qui sont à droite, à gauche, et qui durent sur des plombes. Et il y en a un qui arrive à maturité plus vite que l'autre, et puis c'est celui-là que je démarre. Donc là, par exemple, je dois avoir 7 ou 6 projets dans la tête, plus ou moins avancés. Et à chaque fois que je me dis, celui-là, il va être facile, j'ai les moyens. Là, pour le coup, je vais dérouler. De toute façon, c'est là où je dis que ça me dépasse. À partir du moment où je me colle aux pages à faire, je vais pas me satisfaire du premier jet. Parce qu'en fait, j'ai pas confiance en mon premier jet. Je trouve qu'il est pas bon. Donc c'est pour ça aussi que j'en arrive à être obligé de le retravailler. J'ai jamais été convaincu de mes premiers jets. À relecture. Sur l'instant, oui, tout va bien. Donc mes découpages, ils sont très succincts. Et quand je rentre dans le dessin, justement, parce que j'ai peut-être un dessin qui sans arrêt rappelle ces trucs anatomiques ou ces trucs, malgré tout, même si je peux passer d'un truc plus humoristique ou schématique. Et parfois, je penche plus vers le réalisme, enfin l'académisme.
voire le pompier. Je passe d'un truc à l'autre assez rapidement. Mes découpages, par contre, ils sont très, très succincts, c'est en une ligne, mais ça tombe parfois très juste. Sauf que une fois que, entre guillemets, je m'applique, imaginons la bulle que j'ai posée, le texte que le personnage dit n'a plus la même résonance. Une fois que le dessin est posé et beaucoup plus travaillé, donc il y a un rapport de temps texte-image qui est plus du tout le même, et je sens que ça va plus. Tu vois ce que je donc il faut ajuster. Donc c'est ça. Tout ce temps-là d'ajustement, il est long parce que c'est peut-être là, à ce moment-là, vraiment que je commence à me dire, alors quel style de dessin, quelle approche de dessin plutôt, parce que le style, bon, il vient comme il vient finalement. Je m'en fous un peu en réalité. C'est Ouais. pas, tu réfléchis pas en termes de style. Je réfléchis pas en termes de séduction. Donc en termes de style. Enfin, moi je schématise comme ça. Oui, tu vois le style comme une Un peu. séduction. Ouais. On va s'habiller quoi, un peu pour sortir. Ah oui, le style vestimentaire, c'est Un peu ça. quelque chose de cet Donc moi c'est vraiment quand je parle de style c'est vraiment celui qui va vraiment coller. Ou au contraire jouer, enfin qu'il va y avoir une friction, mais avec l'histoire. Mais c'est de cet ordre-là et c'est vrai que je me pose pas, peut-être pas assez, cette question de la séduction. Mais c'est parce que c'est là que je commence quand je dis par exemple vibrer. C'est quand justement je sens qu'il y a ce rapport texte-image qui commence à être intéressant, tu vois, pas s'appesantir sur un trait, quitte à ce que le dessin que je propose ait l'air jeté. Ça, je passe aussi un temps fou à ça. C'est-à-dire, j'apprends presque mes lignes par cœur, comme un danseur apprendrait une chorégraphie. Je les refais, les refais, les modifie un petit peu, tu vois. C'est vraiment des nuances, et pour qu'à la fin, je les sache tellement par cœur qu'elles puissent sortir avec l'élégance que je pense être, pas forcément une séduction, mais la justesse en tout cas. Et surtout le temps nécessaire. On peut avoir une belle ligne, une belle courbe qui sente un peu la sueur, tu vois. Et ben, c'est surtout ce que je crains. Si j'arrive à une belle courbe, elle doit être suggérée. On doit imaginer qu'elle est sortie du premier jet. Mais ça prend parfois un temps inconsidéré. comme les meilleurs spectacles où on voit pas la difficulté et on est juste ébahi par ce... Il faut essayer ça. Alors, tu vas me dire que c'est une forme de séduction, au fond. Mais elle n'est pas forcément celle qu'on attend. C'en est une quand même, mais je peux être débraillé et que ça ait de la tenue. Mais il faut que ça ait de la tenue. Je sais pas comment dire. Il faut qu'il y ait une silhouette qui soit bien, même si c'est vêtu de guenilles. Eh ben, elle doit être adaptée à la personnalité qu'il apporte. Imaginons une métaphore, quelqu'un s'habille, on parlait de style vestimentaire, il faut que la silhouette générale soit élégante, ça me plaît, mais ça peut être vêtu de guenilles, mais ça doit correspondre à la personnalité qui les porte. Et la personnalité, c'est l'histoire. Enfin, c'est l'ossature en tout cas. Et à la fin, on a l'histoire. L'ensemble, c'est l'histoire qu'on lit. Et donc, si je comprends assez bien, tu répètes... c'est comme, par exemple, là, je fais un parallèle avec au théâtre, où il y a beaucoup de répétitions avant la représentation. Et là, de ce que j'ai compris de ce que tu dis, tu pratiques beaucoup un style, donc comme un peu une forme de répétition, afin de l'avoir en main. Et ensuite, tu arrives à le maintenir sur tout un album? Est-ce que ça se passe à peu près j'y arrive comme pas, ça. Ah. Ça, j'y arrive pas. Justement, c'est presque des plus grosses difficultés pour moi de la bande dessinée, je la conçois malgré tout, et j'aimerais bien m'en détacher. J'aimerais bien proposer vraiment la variation d'une case à l'autre. Ouais. Alors, rien n'interdit, mais dans ma tête, j'ai un petit truc qui coince et qui me dit qu'on doit avoir une cohérence stylistique. Donc ça, je peine beaucoup à tenir, justement, à contenir finalement cette rigueur-là. Alors que, par exemple, dans un livre comme Sumographie, qui traite d'un style d'une approche graphique à une autre, un même sujet hyper simple, des sumos, les lutteurs de sumo, j'ai pu me balader presque de l'académisme à l'abstrait. Et là, c'était une terre de liberté. J'arrêtais pas, ça produisait. Et en fait,
c'est ma nature, quoi, ça. C'est-à-dire, justement, j'aime le dessin. J'en juge aucun dessin, en fait, des autres. Hein. J'aime tous les dessins. Et des fois, je vois les faiblesses, ou ça, c'est autre chose, mais ou les forces, enfin, j'arrive à les comprendre, ou à les analyser, à les ressentir, les dessins. Mais fondamentalement, j'aime toutes les approches graphiques. Donc, si je peux les explorer moi-même, c'est bien. Donc, souvent, je dois vraiment me contenir. Alors, quand je refais ces lignes, par exemple, pour les apprendre, c'est case après case. C'est pas un plan. Il y a un plan général de l'approche qu'il faudrait atteindre, mais je vais pas en réalité apprendre à l'avance tout le spectacle, on va dire. Je le découvre case après case quand même aussi, tout en ayant la ligne vers laquelle il faut aller, qui évolue évidemment au fil du temps de réalisation, qui s'étale sur je sais pas, concrètement, le temps de réalisation de faire les pages. Ça peut être entre 4 mois et 2 ans, enfin vaguement. L'approche et la compréhension de ce que tu es en train de raconter évolue forcément. Donc le dessin aussi. Donc c'est en permanence une matière vivante et vibrante pour le coup. Ouais. À modeler, à tenir. C'est ça qui me passionne. Et est-ce que ça t'arrive souvent du coup d'avoir à refaire des planches que tu as déjà faites pour avoir une forme de cohérence stylistique ou tu reviens jamais sur Oui, je reviens. Mmh. Oui. Ça prend du temps pour moi de dessiner. Et l'ancrage aussi prend du temps. Bruno Gazzotti, dessinateur entre autres de la série Seul et sur la série Soda. C'est quelque chose qui ne semble pas naturel. Donc c'est beaucoup de réflexion avant aussi. Et le fait aussi de savoir que ce qu'il faut dessiner, il faut l'avoir d'abord dans la tête avant de se lancer sur le papier, sinon ça sert à rien. C'est ça quand tu dis réflexion. Ouais. Parfois, quand je bloque sur une scène ou un dessin, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est mieux d'avoir le décor, par exemple, en tête avant de commencer à le dessiner. Sinon, ça ne sert à rien de chercher, de griffonner. Il faut être sûr de savoir ce qu'on veut comme résultat pour commencer à dessiner. Donc, tu as toute une phase en amont du dessin où tu te documentes beaucoup, par exemple, Ouais. tu réfléchis. Oui, c'est beaucoup de documentation et beaucoup de réflexion avant de commencer la page. Et puis lire correctement le scénario et faire un découpage en tout petit d'abord pour la construction de la page. Et puis après, réfléchir sur la documentation, sur les attitudes des personnages précises, les expressions, etc. Enfin, moi, comme j'ai pas le dessin facile en plus, il faut que je travaille tous les jours, sinon j'avance pas, quoi. Donc, Quand tu dis que tu n'as pas le dessin facile, c'est-à-dire qu'il faut le chauffer pour qu'il ouais, il faut que je charbonne beaucoup. Bonjour Boubou. Alors, il y a un chat sur la table. Il faut que je charbonne beaucoup pour arriver à avoir un dessin qui me plaise. Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup gommé, quoi. Pour dessiner un personnage ou un visage, il faut que je construise beaucoup et que je gomme beaucoup pour arriver à avoir l'attitude que j'ai envie d'avoir sur la page dessinée. Oui, allez. Et à quel point, toi, tes crayonnés sont poussés? Ils sont très poussés? Ils sont très poussés, oui. Ah oui. Comme ça, l'ancrage est plus détendu. Si le crayonné n'est pas assez poussé, l'ancrage sera certes peut-être un peu plus vivant, mais le dessin va moins bien vieillir que s'il est bien construit en dessous. Donc c'est très important de... Moins bien vieillir, tu dis? Oui, c'est-à-dire que ça a de la pêche, le dessin et tout, mais au final, si tu le regardes 2 mois après, tu dis « Oh putain, c'est mal construit, la main est trop grosse, le bras est trop petit, des trucs comme ça, quoi. » Donc je préfère que le dessin soit le plus juste possible pour qu'il soit le plus agréable
possible pour pouvoir permettre la relecture après. Il y a pas mal de bouquins, on se dit ouais c'est chouette, mais on n'a pas envie de relire parce qu'il n'y a plus rien à découvrir dans l'album une fois qu'on l'a refermé. Ah oui, c'est ça qui te plaît alors dans le fait de mettre beaucoup de détails dans le dessin, c'est de permettre cette relecture, cette richesse. Oui, visuelle ça veut dire aussi qu'il faut pas mettre trop de détails, mais c'est clair que moi je fais un style de BD, comme on dit franco-belge, où le visuel a beaucoup d'importance en ce que il faut que ça ait l'air vrai, il faut que ce soit crédible, d'où l'importance de se documenter beaucoup pour dessiner et donner un résultat qui soit conforme à la réalité, même si c'est pas tout à fait la réalité, bien sûr. Et je trouve que soigner son dessin, soigner les ambiances, les détails qui permettent d'alimenter une ambiance font qu'il y a plus de chances que, à mon sens, le lecteur ait envie de relire le bouquin après qu'un autre style de dessin plus jeté ou fait par ordi en 3 minutes. C'est le genre de BD qui ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a tout de même une part d'improvisation dans ta manière de travailler? Il y a des endroits où tu te laisses où tu lâches un peu plus prise et que tu te dis ah oui, ça c'est à l'ancrage que je vais le régler. Oui, bien sûr, oui. Tout ce qui est vivant ou organique, ça nécessite moins de crayonner qu'un personnage, par exemple, ou une voiture, où là, il faut que ce soit extrêmement précis. Je ne vais pas faire l'ellipse de la roue sans l'avoir dessiné parfaitement au crayon avant. Mais par contre, effectivement, un feuillage ou un animal ou des plantes, ça permet je peux définir une zone et me dire, bon, là, je fais à peu près comme je veux, mais tant que les masses sont posées, c'est bon, quoi. Et est-ce que c'est facile pour toi de savoir quand une case est terminée, voire à plus grande échelle quand la page est terminée, ou encore à plus grande échelle quand le bouquin est terminé? Tout, c'est de ne pas en mettre trop. Donc c'est pour ça que je commence dans un format extrêmement petit au tout début du découpage du scénario. Et puis je fais mon crayonné au format A4, donc un format de parution, ce qui me permet de ne pas faire les personnages trop petits ou mettre trop de détails dans les décors. Et une fois l'ancrage, je le fais en A3. Et ça me permet de garder une limite dans le nombre de détails que je peux mettre et qui risque de boucher la vue du lecteur si j'en mets trop, quoi. Donc le plus important, c'est de savoir s'arrêter. Et le mieux, c'est d'enlever plutôt que d'en rajouter. Par rapport au crayonné de base. Par rapport au crayonné, oui. Parce que du coup, si tu crayonnes en A3, tu aurais tendance un peu plus... Ah oui, je mettrai trop de détails, et donc ça va finir par boucher la visibilité et la lisibilité de la page. Et ça, c'est une erreur que peuvent faire certains auteurs qui travaillent directement en grand format. Je vais passer beaucoup plus de temps sur des planches d'essai que sur mes planches au final, parce que je vais rechercher, je vais faire des recherches, je vais dire ah bah tiens, tel personnage, il faut déjà qu'on le voit, il va devoir ressembler à ça, donc je vais passer beaucoup plus de temps sur le design du personnage, alors qu'après, sur les planches que je ferai plus tard, le design il a été mis en place, donc je vais passer moins de temps, ce sera beaucoup plus automatique. Yannick Corboz, dessinateur entre autres de la série Célestin Gobe la Lune, de la bande dessinée Le Voleur d'amour, et animateur et illustrateur dans le jeu vidéo. Et en fait, ça, c'est très bien à faire parce que ça donne un axe. C'est-à-dire que dès qu'on sait vers quoi on va aller, au storyboard, on n'est pas obligé de tout mettre. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ça, c'est tel personnage, et donc le rendu, ce sera comme dans les planches d'essai que je vais faire.
Et donc, avec rien que ces deux éléments, on arrive très bien à se figurer vers quoi on tend. Se projeter. Se projeter, ouais, exactement. Hmm. Les planches d'essai, en fait, je vais essayer de faire pour qu'elles soient dans l'album final, c'est-à-dire qu'elles soient définitives. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Sur Célestin Gobe la Lune, j'avais pas du tout fait ça. Par exemple, j'avais fait des planches d'essai, et quand j'ai fait l'album, donc que j'ai présenté à l'éditeur pour qu'il valide et qu'on puisse signer le contrat, et quand je suis parti sur l'album, j'ai fait une autre technique. Parce que je me suis rendu compte que la technique sur les planches d'essai, je ne pourrais pas la tenir sur un album. Donc il faut, je pense aussi dans les planches d'essai, il faut réussir à être assez réaliste et à se dire est-ce que je suis capable de tenir 46 planches, 54 ou 200 pages de cette manière. Je sais le temps que je passe et le temps qu'il faut que je passe par planche. Donc ça peut varier. Mais si je dis je vais passer 15 heures de temps sur une planche, ce sera une moyenne. Il y a des planches sur lesquelles je vais passer 20 heures et il y a des planches sur lesquelles je vais passer 10 heures. Ça, je vais essayer de le définir très, très, très rapidement. Et donc, vu que j'ai plusieurs phases de travail, je vais plutôt me dire je vais passer tant de temps sur le storyboard, tant de temps sur le crayonné, tant de temps sur l'ancrage et tant de temps sur la couleur. Ce qui va me permettre de rythmer mon temps de réalisation sur l'ensemble de... Par exemple, je dis je vais finir dans 1 an, donc je vais passer 2 mois sur le storyboard, 4 mois sur le crayonné, 4 mois sur l'ancrage et je ne sais plus combien de temps il reste, mais en gros 2 mois sur la couleur, quoi. Parfois, est-ce que pour toi c'est difficile de maintenir une écriture ou un style sur un album entier? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour gérer cette forte répétition et arriver au bout tout de même? Ou peut-être ce n'est pas difficile? Avec la méthode, donc travailler le storyboard, je le fais tout d'un coup pour que déjà l'histoire elle soit la plus claire possible et que tout le monde puisse la lire. Donc les lecteurs, c'est mes proches, les éditeurs, les scénaristes, évidemment, si je travaille avec un scénariste. Dès qu'on est d'accord là-dessus, déjà, ça va former une unité. Ensuite, je vais travailler les crayonnés, parfois tout d'un coup, ou parfois je vais travailler le crayonné et après j'enchaîne sur l'ancrage et la couleur. C'est un peu plus risqué de faire ça. Ben, pour moi, c'est parfois plus risqué de travailler tout d'un coup parce que justement, ça va peut-être perdre en unité graphique sur l'ensemble de l'album. Parce que mon état d'esprit au mois de mars, il est peut-être différent de celui du mois d'octobre. Et parfois, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, simplement. Ou alors, travailler tout le crayonné et après travailler tout l'ancrage et après travailler toute la couleur, ça permet d'être beaucoup plus cohérent et d'avoir le même style sur tout l'album. Même s'il peut y avoir des hauts et des bas. Travailler même une séquence qui est à la fin et revenir sur une séquence au début, ça permet aussi de mélanger un petit peu. Je travaillais par séquence, j'ai une vingtaine de scènes dans mon album, donc c'est 20 scènes, je vais les travailler une par une. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Peut-être que, vu que j'ai des flashbacks aussi, je vais réunir les flashbacks et travailler pour qu'ils aient une unité entre eux et travailler des moments contemporains en même temps. Ça, je ne sais pas trop encore. Je me poserai ces questions d'ici 1 mois ou 2. Tout à l'heure, on parlait du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on travaillait sur une direction artistique. La direction artistique, elle est documentaire, mais on fait aussi des recherches de rendu. On fait des recherches du concept art. Et tous ces travaux de concept et de design, ça permet de guider la production. C'est-à-dire que, comme une référence qu'on a à côté de soi pendant qu'on fait le jeu vidéo, pendant qu'on fait la bande dessinée, on l'a à côté de soi et on a un cap. Voilà, on garde le cap vers lequel on va aller. Et souvent, ça marche parce que ça permet d'avoir une homogénéité de A à Z. C'est hyper important, je pense, de ne pas changer de style dans un album.
j'en connais des auteurs et autrices de BD qui sont des amoureux du dessin, vraiment, qui fignolent leur style, qui sont vraiment dans une recherche très cérébrale de ce que c'est que le style, qui analysent tous les styles des autres, qui se nourrissent beaucoup de tout ça. Lucrèce Andrea, autrice de la bande dessinée Flippette et Vénère et réalisatrice du court-métrage Pépé le Morse. Moi, en fait, je suis beaucoup plus intéressée par raconter des histoires que par vraiment dessiner magnifiquement. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un livre très très long, donc en fait, je ne pouvais pas me permettre de rester des siècles sur chaque dessin. D'ailleurs, j'ai fait des choix assez radicaux à ce niveau-là. À un moment, j'ai compris que faire les décors, parce que c'est donc des décors assez urbains. Et bon, moi, ça m'intéresse pas de dessiner des villes parisiennes et des routes et des fenêtres, ça me saoule. Donc très vite, j'ai juste décalqué des photos et je n'avais aucun problème à assumer ça. C'était tant pis, tant que ça raconte mon truc. En fait, personne va vérifier que ma voiture, elle est bien, je sais pas quoi. Donc j'ai plutôt pas trop de difficultés à lâcher là-dessus. Après, je suis plus exigeante en pause. Et moi, les trucs sur lesquels je bloque, c'est le côté... j'aime pas sentir que c'est un peu cliché, ce que je viens de sortir. J'aime pas voir que c'est inventé et que du coup, ça sonne un peu faux ou que c'est un peu stéréotypé. Je préfère faire une photo et m'inspirer d'une pose qui a quelque chose d'un peu crédible et d'un peu spécifique, plutôt que de faire une pose de main hyper cliché qu'on voit partout et qui, pour moi, n'est pas incarnée, n'a pas d'âme, quoi. Ce qui peut arriver quand on imagine exactement. La pose. Ouais. Voilà, si on fait tout d'imagination, on va tomber dans des stéréotypes, c'est forcé. Après, c'est mon obsession à moi. Il y en a qui trouvent qu'au contraire, quand on part de photos, ça perd en âme. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime ça, j'adore. Et du coup, voilà, moi, je suis quand même quelqu'un qui dessine assez... qui balance du dessin, quoi. Et j'ai envie que ça avance. Je suis pas du genre à gommer 50 milliards de fois. Non, ça va. Peut-être parce que c'est vraiment la narration qui est au centre de ma réflexion. Donc, ouais, je sais que le dessin ne prenne pas le dessus. Comment est ton visage quand tu dessines Comment est mon visage? Alors ça, c'est une nouvelle question. Je l'ai encore jamais posée. Ah, mais je pense que tous vont répondre la même chose. Ils font la tronche qu'ils dessinent à leur personnage. C'est ça. C'est tout à fait ça. En plus, moi, j'ai une collection de photos de moi parce que je me prends en photo pour toutes les poses de mes personnages. Donc, j'ai un nombre de photos de ma tronche en train de hurler, en train de pleurer, en train de rire. J'ai tout ce qui est possible. Donc, ouais, je pense que je suis très expressive quand je dessine. Je pense que tout auteur aujourd'hui doit avoir une galerie de photos, mais vraiment très très drôle et pas possible. Du tout assumable. Il faudrait faire une expo sur ce thème, ça serait génial. Ah, ça serait vraiment génial. Oui, j'ai même demandé à mon compagnon de poser dans une scène où on se bat tous les deux pour que ça soit crédible. Ah oui, du coup, pour que ça soit crédible, il fallait vraiment... Il faut qu'il y ait deux personnes et ouais, il faut vraiment se taper. Même encore maintenant, je suis obligé parfois de regarder mes mains pour ne pas mettre le pouce à l'envers ou d'oublier un doigt. Marc Wasterlin, auteur entre autres des séries Docteur Poche et Jeannette Pointu. Ou bien prendre la position qu'a le personnage, parce que ça, il faut le faire quand on a la première difficulté, quand on ne comprend pas bien le geste. Et en le faisant soi-même, ça va mieux. Tout comme si le personnage est souriant, eh bien, si je souris moi-même, j'aurai plus facile à le dessiner. Et demandez à d'autres dessinateurs, ils vont vous confirmer qu'en effet, en dessinant un personnage qui rigole ou qui est gay, gay amusant. Ah oui, j'avais ça. Et donc, oui, pourquoi pas, on peut être les deux. Et donc, en faisant la mimique, on a plus facile à le dessiner. Je crois bien qu'ils vous diront tous oui, c'est vrai. Je me rappelle d'un document où c'est Jacobs, dessinateur de Black et Mortimer. Il y a une grande glace dans son atelier. Et alors, il y a une photo, bien sûr, où il a mis un imperméable, un chapeau, un revolver. Donc, il a une silhouette qui peut dessiner, je veux dire, s'inspirer. Prendre la pause. Ça, je ne fais pas quand même.
Est-ce que vous utilisez beaucoup de documentation, que ce soit pour la partie scénario ou la partie Oui, dessin? oui, il y a ça. Il y a le scénario, il y a le... surtout pour Jeannette Pointu, il faut quand même... elle visite tous les pays, on l'envoie partout, il faut quand même s'y connaître un peu pour pas raconter des bêtises trop évidentes. Donc, parce qu'il y a toujours un lecteur qui voit quand on se trompe sur quelque chose et qui met le doigt dessus, et va se plaindre au journal ou à l'éditeur. Donc, il faut être précis. C'est mieux. Alors, moi, avec une âme de documentaliste, j'ai rassemblé, mais depuis tout petit, je veux dire, chez mes parents, on recevait beaucoup de courriers, des revues comme Sciences et Vie ou autres, et donc je découpais tout ce que... Parce que c'est ça, il faut les garder, des avions, des voitures, des maisons, des constructions, l'ameublement. On va évoluer ça, bien sûr. Et donc, il fallait beaucoup de livres et de documents qu'on rassemblait dans des armoires entières ou des caisses de bananes où on entasse avec écrit dessus des sous-marins, hélicoptères, engins de chantier, vêtements, etc. Alors, quelques têtes ou quelques bouilles intéressantes à pouvoir reprendre, redessiner. Des équipements techniques et tout ce qu'on peut pas dessiner, qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir dessiner simplement en suivant sa mémoire. Donc, voilà. C'est quand même beaucoup plus facile depuis qu'on a des ordinateurs et des programmes. J'ai tous des dossiers maintenant sur n'importe quoi. Alors, si je veux le dessiner, je peux l'imprimer, regarder comment c'est fait. J'appelle ça mes documents. Non, mes documents, c'est l'ensemble. C'est documentation. Alors, ensuite, c'est des sous-dossiers sur ce que j'ai dit auparavant, qu'on devait découper dans des livres, et maintenant, on le prend sur partout. Bon. Certains vont faire des photos eux-mêmes quand ils ont décidé que ça se passe là, dans les Alpes ou sur un aéroport. J'ai déjà essayé de faire des photos. On m'a saisi mon appareil. Et donc voilà. Le progrès, pour une fois, ça sert à quelque chose. Parce que sur d'autres aspects, vous pensez que le progrès a pu amener des soucis? Absolument. Regardez, on parle de l'intelligence augmentée. Moi, je dis que la connerie augmentée, ça va de pair. Hein. C'est pas le Saint-Esprit, hein, l'inspiration. C'est la documentation, c'est la vraie vie. Karine Debrab, dessinatrice entre autres des séries Sac à puce et Zigo le clown. Tes histoires sont beaucoup documentées? C'est documenté dans le sens où... mais simplement, la poignée d'une porte, je vais aller voir comment elle fonctionne à l'atelier pour vérifier. J'ai des élèves qui me dessinent une poignée de porte comme faisait encore Peyo ou Franquin. Hein, la grosse poignée. Voilà. Alors je dis, mais écoute, viens voir cette poignée de porte. S'il vous plaît, mais regardez la réalité, documentez-vous. Oui, se documenter, c'est simplement aller voir si la porte s'ouvre dans quel sens, est-ce qu'il y a une épaisseur du mur du côté d'ouverture ou du côté fermeture, pour que votre porte soit crédible et qu'on puisse vraiment l'ouvrir. C'est pas un dessin, c'est une porte qu'il faut savoir ouvrir. Hein. Yvan Delporte disait, une prise de courant dessinée par Franquin n'y met pas les doigts. Voilà. Donc ça veut dire, ça dit bien ce que ça veut dire. Essaye de faire croire que cette prise de courant est vraie. Essaye de faire croire que cette porte va pouvoir s'ouvrir dans le bon sens. Il faut faire croire au lecteur que cette porte est vraie, qu'elle est en bois ou elle est en métal. On est des illusionnistes, nous. Et on doit tricher pour que le lecteur soit illusionné et qu'il croit que c'est une vraie porte, alors que c'est un dessin.
Parce que si on fait, oui, un cliché de poignée de porte qui est déjà l'interprétation de quelqu'un d'autre, oui. On s'éloigne tellement peut-être de la référence qu'en tant que lecteur, on n'y croira peut-être pas. Du coup, on peut y croire, mais ça va sentir le vieux, ça va... Hein. Et quand je dis se documenter, c'est pas dessiner une poignée de porte comme elle est réellement, sinon on fait une photo. Chaque personne doit trouver son propre système graphique pour représenter la porte, la poignée de porte selon son... c'est presque de l'écriture. Hein. Regarde comment on dessine Riyad Satouf ou comment Sampé dessine une porte. C'est pas du dessin réaliste, mais on peut y croire hein, à leur porte, à eux. Ça doit pas être réaliste, ça doit être crédible. Et être passé par l'auteur qui l'interprète peut-être, où on sent que vraiment il l'a digéré dans sa main et qu'il a oui, quelque chose de cet ordre. C'est comme l'art oriental, hein, parce que les Chinois, les Japonais, ça les intéresse pas de représenter la réalité telle qu'elle est. Ils veulent représenter l'invisible. Et pour moi, un dessinateur de bande dessinée doit aussi pouvoir représenter l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est des sentiments, c'est de l'émotion. C'est pas une porte ou une chemise qui se ferme dans le bon sens. J'ai un élève qui me dit je ne sais pas dessiner le bras. C'est pas le bras que tu dois dessiner, c'est le geste. Donc vas-y, réfléchis. Essaye de faire le geste toi-même et sens dans ton propre corps comment ce geste vit. Et puis le dessin du bras va se faire de soi-même, mais on s'en fout de savoir si l'os s'appelle l'humérus ou autre chose. Il faut qu'on croie que ce personnage a fait le geste que tu veux. C'est pas dessiner un bras, c'est dessiner un geste. J'ai petit à petit moins dessiné parce que l'image mentale que j'ai de la case quand je l'écris était toujours mieux que ce que j'arrivais à faire sur le papier. Jean-Luc Cornette, scénariste entre autres des bandes dessinées Audrey Hepburn et Mickey et les Mille Pattes. Et donc j'ai eu vraiment une période de découragement au niveau du dessin et pendant 10 ans j'ai pas dessiné. Puis j'ai repris. Mais donc là ça me rendait malade de passer mon temps à gommer parce que je voyais très bien ce que je voulais. Et puis, c'était jamais aussi bien sur la case. Par contre, quand je travaille avec quelqu'un d'autre, j'ai aussi une image précise. Et puis là, je reçois un truc qui n'a rien à voir. Mais j'aime bien parce que je trouve ça bien. Je trouve que c'est beau. Voilà, c'est une autre version de ma vision. Alors que quand je travaille seul, c'est ma vision qui n'est pas aussi aboutie que j'aurais voulu. La Perle, je crois que c'est le dernier livre que tu as fait en tant que dessinateur. Oui. Et donc pour ce projet-là, qu'est-ce qui a fait que celui-ci, tu te décides de le dessiner? Est-ce qu'au début, tu cherchais une collaboration ou bien assez vite ça s'est imposé? Là c'était justement, c'était après la période où j'ai pas dessiné pendant quasi 10 ans. Je me suis dit, je vais avoir 50 balais. Et là, ça fait 10 ans que je dessine pas. Et le dessin était mon rêve d'enfant. De faire de la bande dessinée, c'était mon rêve d'enfant. J'ai tout fait pour pouvoir vivre ce rêve. Et puis, ça fait 10 ans que je l'ai en fait un peu abandonné. Enfin, pas abandonné le fait de faire de la bande dessinée, mais de la dessiner moi-même. Et d'un seul coup, ça m'a un peu conscientisé sur le fait qu'il fallait que je m'y remette. Ça serait pas évident. Et en parallèle de ça, j'ai lu La Perle et je voyais les images. Enfin, je l'avais déjà lu, je pense, très très longtemps avant, mais là, je le relisais et j'ai vraiment vu les images que ça donnait dans ma tête. Et j'ai réfléchi à comment le faire. Et alors, j'ai appelé Sébastien Gneidig, qui est l'éditeur des éditions Futuropolis, qui est un excellent éditeur et un ami, et je lui ai expliqué tout ça, et en disant, voilà, je sais pas trop la gueule que ça va avoir, parce que j'ai plus dessiné, j'ai pas trop
dans quelle direction je vais aller. C'est un genre de récit que j'ai jamais illustré, mais j'ai envie. Et lui, il a rebondi là-dessus. Il dit écoute, ouais, je vois que tu as envie, donc j'ai envie de te suivre. Et donc, il m'a vraiment remis le pied à l'étrier avec cet album. Et je me suis dit, c'est pas mal de faire une adaptation. Comme ça, là, je m'implique à la limite moins dans le scénario pour ah oui, comme si le scénario c'était Steinbeck. Oui, voilà. Ouais. Et bon, après, il y a un vrai travail d'adaptation, évidemment, mais voilà, il n'y a pas en plus la recherche d'un récit original. J'avais cette base sur laquelle me reposer. Ah oui, je me demandais si tu utilises parfois le dessin, toi, dans tes scénarios, ou s'il s'agit seulement de mots que tu communiques au dessinateur. Il s'agit seulement de mots. Je dessine comme un pied. Philippe de Pierrepont, scénariste entre autres de la bande dessinée Paysage après la bataille et réalisateur du film Welcome Home. Non, j'ai dessiné tous les jours pendant des heures jusqu'à 13 ans. Tous les jours, hein. Des heures. Et je dessinais quand même pas mal. J'étais fan de Victor Hugo, de tous les dessins, de toutes les images de Victor Hugo. Je me focalisais là-dessus. Caravage et Victor Hugo. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et c'est incroyable, je ne sais plus dessiner. Dans ma tête, oui. Je dessine tout le temps, d'ailleurs. Il y a mon pouce et mon index qui dessinent. Quand je regarde quelqu'un, il n'arrête pas de dessiner tout le temps. Je dessine tout le temps, en fait, dans ma tête. Mais si je veux dessiner sur le papier, il y a une sorte de blocage total. Tu sais pourquoi tu as arrêté avant de dessiner ? Oui, je sais très bien, oui. Ouais. J'aurais pu devenir dessinateur. Normalement, je serais devenu dessinateur, je faisais que ça. Je lisais, je dessinais, je lisais, je dessinais. Donc, non, j'étais complètement enfermé dans une logique... une logique d'enfermement où je me sentais bien juste quand j'étais tout seul dans un endroit avec mon monde intérieur. Et à l'adolescence, je me suis dit, oulala, c'est dangereux ça. Et la vie est tellement grande, tellement immense, et je vais passer à côté de tout ça. Et j'avais envie de fuir ma maison, fuir ma famille. Et c'était une fuite d'ailleurs, hein, ce truc dans le dessin où j'étais tout seul, c'est clairement une fuite. Mais une fuite vers l'intérieur, quoi. Et à l'adolescence, voilà, les hormones et tout ça, ça fait que j'ai abandonné, mais quasiment du jour au lendemain, tout ce travail intérieur pour me tourner vers l'extérieur, faire du théâtre, de la musique, des manifestations, des sittings, et depuis, j'ai plus jamais dessiné de ma vie, et je pense que c'est mieux que je dessine pas. C'est mieux que j'écrive. Tu fumes tes roulées brunes, tes bouffées pleines d'amertume, et tes bouts de vie qui s'envolent aux quatre vents. J'ai tenté de les retenir, ça a fini de les détruire. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir et Kevin MacLeod. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Aux heures perdues, aux heures de rien, oublier dès demain et se souvenir, le retenir, ça a fini de me détruire. Depuis je fume des roulées brunes,
toute crue d'amertume et les bouts de vie qui me restent à dévorer. Aux quatre vents s'en vont danser, je les regarde s'en aller. Déroulé brune, bouffée toute crue d'amertume et les bouts de vie qui me restent à dévorer. Aux quatre vents s'en vont danser, je les regarde s'en aller.